Il faut baisser les salaires pour éviter les licenciements et je suis d'accord avec cette idée, mais peut-être pas de la façon dont tu l'entends. Je suis tombé sur un article qui explique qu'il souhaite diminuer les salaires de ses employés pour faire face à des difficultés financières et éviter les licenciements. L'idée est de proposer de baisser les salaires de 5% pour les ouvriers et de 20% pour les cadres. Même si tu n'es pas d'accord avec les idées que je vais exposer dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir faire naître un débat afin de préparer les élections présidentielles 2027, apporter de nouvelles pistes, même si à mon niveau je n'aurai aucun impact sur ces élections. L'idée est de faire naître de nouvelles opportunités et de partager des opinions, autre part que dans une assemblée qui semble être en total PLS et qui passe plus de temps à se droguer et à s'insulter. Donc si tu joues le jeu jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à proposer une solution alternative ou de défendre tes idées. Pour revenir au sujet, ça permettrait à la direction de promettre de garder des emplois alors que l'entreprise actuellement fait face à une hausse du coût de production et une baisse du carnet de commandes. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même une assez grosse entreprise, je la connais pas, mais il y a quand même à première vue 1300 salariés concernés. Alors est-ce que c'est 1300 salariés de l'entreprise? Est-ce que c'est 1300 salariés plusieurs petites entreprises confondues? Je ne sais pas. Ceci dit, ça représenterait environ 100 € à première vue. Encore une fois, est-ce que c'est 100 € en moyenne pour tout le monde ou est-ce que c'est 100 € pour les salaires les plus élevés ou les moins élevés? Faut faire attention quand on lit une info parce que ici concrètement, si tu le vois tel qu'il est, ils te disent que c'est 100 € c'est beaucoup trop, donc ça impliquerait que ce soit 100 € uniquement et que sur les salaires des ouvriers, donc les salaires qui potentiellement seraient les plus bas. Mais peut-être que cette base de 100 €, en fin de compte, c'est 100 € sur les salaires les plus élevés. Donc encore une fois, quand on lit une information, il faut être quand même assez critique. Il faut quand même analyser l'information. Et c'est pareil hein, pour ce qui est de l'affiche. L'affiche laisse entendre que c'est quasiment acté, que c'est quasiment fait. Or, ce qui est expliqué dans l'article, c'est que la CGT est pour l'instant contre, donc ça veut dire que potentiellement, ça n'a pas été encore acté. Et ce type d'affiche volontairement provocatrice pour pouvoir faire du putaclic amène bien évidemment des commentaires du type qu'on va rétablir l'esclavage pour réduire le coût du travail. Et malheureusement, on va avoir ce type de commentaires de personnes qui n'y connaissent absolument rien, qui proposent de baisser les dividendes pour éviter les licenciements. Ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir appuyer ce propos-là, c'est que les salaires sont versés avant de verser les dividendes. Les dividendes arrivent en tout bout de fin de chaîne du processus. Les dividendes ne sont payés qu'à partir du moment qu'une entreprise fait des bénéfices, dans une logique économique saine. Et c'est ça le problème, c'est que on a une éducation qui n'est pas financière en France. On a une éducation, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à compter pour faire leurs courses, pour faire leurs petits comptes, mais on leur apprend pas à compter d'un point de vue économique. On leur apprend à analyser du contenu, à analyser des textes, mais on leur apprend pas à exprimer leurs idées. Ce qui fait qu'on a une partie de la population qui réagissent de façon ultra émotionnelle à une affiche proposés par des gens qui ont eu cette éducation et qui malheureusement vont se tourner en ridicule. Mais revenons-en à 2027. On a besoin de trouver une solution pour éviter de baisser les salaires et pour éviter les licenciements. Quel est le problème derrière ça? C'est que derrière, on a une entreprise qui a un problème de hausse de coûts de production et un carnet d'ordre qui est allégé. Donc ça veut dire que d'un point de vue concurrentiel, elle rencontre des difficultés, notamment, et on va en rencontrer encore plus dans les années à venir, avec Donald Trump qui a augmenté les droits de douane par exemple sur les États-Unis. Comme la France exporte beaucoup aux États-Unis des produits, forcément il va falloir trouver un moyen d'être beaucoup plus concurrentiel, ce qui va faire indirectement baisser aussi le carnet de commandes de beaucoup d'entreprises parce qu'on va avoir des difficultés à envoyer nos produits aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, on a une hausse continue du coût de production. Par quel moyen? Tout simplement une assemblée qui semble voter des lois toujours plus contraignantes d'un point de vue administratif, d'un point de vue de taxes, d'un point de vue d'impôts sur les entreprises. Là, on va parler bien évidemment que du biais des entreprises parce que l'idée, c'est que l'entreprise en France, c'est elle qui crée les emplois. On ne peut pas dire le contraire. On peut dire que le salarié participe à la richesse de l'entreprise, je suis tout à fait d'accord, mais c'est l'entreprise elle-même qui prend les risques et qui crée les emplois et ça, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, pour 2027, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Il faut baisser le coût des salaires. Le baisser de quelle manière? Aujourd'hui, on a un système social, notamment la sécurité sociale et la retraite. Je vais prendre que ces deux points-là parce que c'est des batailles que j'aime défendre. Mais on a des systèmes qui sont en faillite, qui coûtent toujours plus cher aux Français, où on augmente toujours plus les impôts pour essayer de les combler et qu'au final, on n'arrive jamais à rattraper cette dépense béante. De l'autre côté, on a des salariés qui, sur un salaire moyen de 4 000 €, vont être ponctionnés de 2
2800 € de charges sociales et l'employeur va payer à peu près 7000 € de charges patronales. Ces informations, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, éventuellement je te laisse voir les vidéos précédentes. Ce qui veut dire que si on arrive à jouer sur cette partie-là, on peut réussir à baisser les coûts de production. Si on coupe la poire en deux, qu'on propose aux Français de reverser une grosse partie de leur cotisation dans leur salaire, et qu'indirectement, on dit à l'État, cet argent-là, vous n'avez pas besoin de l'utiliser pour financer les futures retraites, les futurs soins médicaux, des personnes qui ont fait le choix de gérer les cotisations eux-mêmes de leur salaire. Par contre, on propose de diminuer cette quantité de charges. Pour redonner un exemple, sur mon exemple de salaire à 4000 € brut, ça veut dire que concrètement, on reverserait 2000 € aux salariés des cotisations et il y a 800 € qui serait une économie pour l'entreprise qu'elle ne paierait pas. Donc on gagne 800 € de coûts de production et donc de compétitivité. Et pareil sur les charges patronales, plutôt que de payer 7000 € aujourd'hui, on pourrait reverser 5000 € aux salariés et faire une économie de 3000 € sur le coût de production. Là, on a une vraie baisse du coût de production. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais ça veut dire que derrière, ils vont pas avoir de système social, ils vont pas avoir de retraite, ils vont pas avoir tout ça. Pour pouvoir contrer justement ce point de vue, je propose autre chose. C'est d'éduquer financièrement les salariés ou les futurs salariés ou les nouveaux salariés qui arrivent sur le marché du travail, de telle sorte à ce qu'ils comprennent que effectivement cet argent c'est du gros pouvoir d'achat en plus. J'utilise même les slogans que les politiques utilisent à tout bout de champ, mais pas pour aller acheter le dernier iPhone, pour pouvoir aller financer leur système social et retraite, soit par l'intermédiaire de sociétés spécialisées là-dedans, qu'on appelle des assurances. Les entrepreneurs par exemple ont des assurances chômage qu'ils ont le choix de payer ou non, qu'ils vont payer peut-être plus cher que s'ils devaient le payer normalement, mais voilà, ils ont la capacité, ils ont la possibilité d'avoir une petite couverture de revenus chômage, même si bien évidemment c'est pas Paname non plus. Donc on proposerait d'éduquer les salariés à orienter une partie du salaire qu'il aurait reversé dans le fait d'acheter des assurances pour se couvrir en cas de problèmes médicaux ou encore en cas de cotisation pour la retraite, puisque la cotisation pour la retraite, ils peuvent se la construire eux-mêmes en achetant par exemple des actions à dividendes. Donc là, ça devient logique d'acheter et de contribuer à l'économie parce que faut savoir que quand tu achètes une action à dividende, tu participes à l'économie d'une entreprise, tu participes à faire croître une entreprise. C'est complètement faux de penser que les actionnaires sont des vilaines personnes, c'est des personnes qui contribuent à la richesse d'un pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as deux façons de pouvoir faire grossir une entreprise. La première, c'est d'aller à la banque, de demander un crédit à la banque et de payer des frais horribles d'une méchante banque qui manipule absolument tout le monde aujourd'hui. Mais de l'autre côté, tu as la possibilité de lever des fonds en contrepartie de reverser une partie de la richesse que tu auras créée. Eh bien c'est ça, acheter des actions à dividendes. C'est-à-dire que tu vas proposer à une personne de lui prêter des fonds et de recevoir une contribution financière avec ça. Ce qui fait que la partie des salariés qui auraient choisi de recevoir dans leur salaire des cotisations sociales pourrait très bien choisir de se constituer une retraite basée sur l'investissement, ce qu'on appelle la retraite par capitalisation et non plus une retraite par répartition comme on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, la retraite par répartition est vouée à l'échec. En 2004, on avait 2 cotisants pour un retraité. En 2023 ou 2024, on est à 1,7 et on n'arrête pas de descendre depuis des années, ce qui prouve bien que c'est un système qui n'est pas viable sur le long terme. Il y a un an, et en préparation de ce projet de chaîne YouTube, j'ai ouvert un compte chez un broker. J'ai déposé un petit peu d'argent et je me suis mis une routine d'investir et d'acheter 2 parts d'une action, je vulgarise pour les personnes qui connaissent un petit peu ce domaine-là, toutes les semaines. Et un an après, on est à plus de 13% d'augmentation de capital et on reçoit des dividendes sur ce compte. Est-ce qu'après un an, j'ai perdu tout mon argent? Absolument pas. Est-ce que ça a été compliqué? Le plus compliqué, c'est d'avoir une régularité dans ces investissements. Est-ce que je suis le gros méchant actionnaire qu'une gauche voudrait nous faire croire? Je fais quand même partie des 4 millions de petits investisseurs français particuliers que l'on met à la même échelle que les méchants actionnaires. Étonnamment, l'investissement n'a jamais été aussi facile d'accès aujourd'hui que de l'autre côté, une certaine partie de la politique française essaye de critiquer à outrance. On peut se poser la question, est-ce que c'est dans leur intérêt que les Français soient de plus en plus indépendants? Le débat est ouvert, exprime-toi dans les commentaires.